Il existe une version de la Coupe du Monde 2026 que la plupart des supporters ne voient jamais, et elle n'a presque rien à voir avec les tirs au but. C'est une version bâtie sur des hot dogs à 9 dollars, des billets à 300 000 dollars, des opérations migratoires postées devant les grilles des stades, et une fédération de football qui continue d'affirmer que tout se déroule exactement comme prévu. Au milieu de tout ce vacarme, l'une des sélections nationales les plus titrées de la planète a quitté le terrain dans la honte. Et la raison de cette chute en dit bien plus sur la politique que sur le football. Pendant près d'un siècle, la Coupe du Monde n'avait jamais connu une phase comme celle que nous sommes en train de regarder. Ce tournoi a introduit quelque chose de totalement inédit, appelé le Tour des 32, une étape qui n'existait pas au Qatar, qui n'existait pas en Russie et qui n'existait dans aucune Coupe du Monde avant celle-ci. En seulement 6 jours, 48 sélections nationales ont été réduites à 32. Et quelque part dans cette fenêtre de 6 jours, l'une des plus grandes puissances du football a subi un effondrement si douloureux que ses propres journaux ont refusé d'en atténuer la violence. Nous parlons d'un quadruple champion du monde, d'une équipe qui perd presque jamais aussitôt, et d'un vestiaire qui tente encore d'expliquer ce qui s'est passé. Restez avec nous, parce que nous allons reprendre précisément comment cela a pu arriver, pourquoi le nouveau format du tournoi est aujourd'hui pointé du doigt, et pourquoi une grande partie de cette Coupe du Monde raconte en réalité une histoire d'argent, de frontières et de pouvoir déguisée en tournoi de football. Commençons par le prix à payer parce que ce tournoi s'est déjà attiré un titre officieux que personne à la FIFA ne souhaitait entendre, la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire. Au stade de Houston, un simple burger avec des frites peut coûter près de 24 dollars. À Toronto, un seul hot dog coûte environ 11 dollars canadiens et un soda revient presque aussi cher que le hot dog lui-même. Atlanta fait figure de rare exception, uniquement parce que le groupe propriétaire du stade a catégoriquement refusé de laisser la FIFA pousser les prix vers le haut. C'est précisément pour cela qu'un hot dog et une bière y coûtent encore environ 10 dollars, un fait qui est devenu une véritable information à part entière aux États-Unis. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne semble pas comprendre pourquoi tout cela met les gens en colère. Lorsque des journalistes l'ont interrogé sur les billets de la finale revendus jusqu'à 30 000 dollars sur les marchés secondaires, il a ri et déclaré que si quelqu'un payait réellement une telle somme, il lui apporterait personnellement un hot dog et un Coca-Cola. Les supporters n'ont pas trouvé cela drôle. Pour beaucoup de fans ordinaires, cette plaisanterie a confirmé ce qu'ils soupçonnaient déjà. Cette Coupe du Monde a été pensée pour les loges d'entreprise et les voyageurs fortunés, pas pour le supporter populaire qui pouvait autrefois économiser, prendre sa place et simplement se présenter au stade. Les chiffres confirment cette frustration. La FIFA elle-même a reconnu avoir reçu environ 500 millions de demandes de billets avant même l'ouverture des ventes, contre seulement environ 50 millions de demandes pour la Russie 2018 et le Qatar 2022 réunis. Cette explosion de la demande est devenue le prétexte permettant aux meilleures places de la finale de passer d'un peu plus de 10 000 dollars à près de 33 000 dollars en quelques mois seulement. Pendant ce temps, les sites de paris prospèrent. Chaque surprise, chaque séance de tir au but, chaque parcours d'outsider fait circuler davantage d'argent sur les plateformes de paris, et peu importe qui soulève le trophée à la fin, il y a toujours un secteur qui gagne, et il s'agit rarement du sport lui-même. C'est là que la politique devient gênante. Pour des milliers de supporters mexicains et latino-américains vivant aux États-Unis sans papier en règle, cette Coupe du Monde ne se vit pas dans un stade. Elle se regarde sur l'écran d'un téléphone ou à la télévision depuis la sécurité de son propre salon. Des organisations de défense des droits civiques ont documenté plus de 15 cas de personnes interpellées par des agents fédéraux de l'immigration près de villes qui accueillent des matchs de Coupe du Monde, et des chercheurs en droits humains affirment que le nombre réel d'opérations de contrôle autour de ces villes hôtes au cours de l'année écoulée se compte en dizaines de milliers. Selon Human Rights Watch, les agents de l'immigration ont procédé à plus de 92 000 arrestations dans et autour des 11 villes hôtes situées aux États-Unis entre janvier et octobre de l'année dernière seulement, plusieurs mois avant même que le match d'ouverture ne soit joué.
Depuis, plus de 120 organisations de défense des droits des immigrés se sont mobilisées dans les villes hôtes, avertissant publiquement les quelques 10 millions de visiteurs attendus que, selon leurs propres mots, de graves violations des droits se produisent déjà sur le terrain. Un cas largement relayé concernait un demandeur d'asile qui avait emmené ses 2 enfants, âgés de 10 et 14 ans, assister à un match dans le stade du New Jersey l'an dernier, avant d'être arrêté par la police, puis remis aux agents de l'immigration, sous les yeux de ses enfants. Une poignée de parlementaires au Congrès a présenté une proposition de loi qui aurait interdit les opérations migratoires dans un rayon d'environ 1 mile autour des stades de la Coupe du Monde. Mais ce texte n'a pas été adopté. Un élu a publiquement demandé comment le pays pouvait accueillir le plus grand événement sportif de la planète, tout en expulsant des supporters venus pour y assister. Un immigré mexicain installé à Los Angeles depuis 25 ans l'a résumé simplement à un journaliste d'agence. Entrer dans le stade procure une sensation incomparable, mais il préfère regarder le match depuis son canapé plutôt que de prendre le risque d'être emmené loin de son fils devant tout le monde. Voilà la version de cette Coupe du Monde qu'une immense partie du public latino vit réellement en ce moment, alors même que le tournoi se présente comme une célébration censée appartenir à tous. Entrons maintenant dans le cœur de l'actualité, car cette semaine, la Coupe du Monde 2026 a franchi une limite qu'elle n'avait jamais franchie de toute son histoire. Pour la première fois, ce tournoi possède un véritable tour des 32. Pourquoi cela n'était-il jamais arrivé auparavant? Parce que toutes les Coupes du Monde jusqu'au Qatar en 2022 se jouaient avec 32 équipes au total. Il n'y avait pas de groupe de 3 équipes, et la phase de groupe menait toujours directement au 8e de finale. Il n'existait aucune couche supplémentaire entre les deux. La FIFA a tout changé en élargissant le plateau à 48 sélections nationales, en les répartissant en 12 groupes de 4, et en établissant que les 2 premiers de chaque groupe seraient qualifiés, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. Ce système a produit 32 nations qualifiées, envoyées vers un tour totalement nouveau, coincé entre la phase de groupe et les 8e de finale. Le nombre total de matchs est passé de 64 à 104, et toute équipe qui atteint désormais la finale doit disputer 8 rencontres au total, soit un match de plus que n'importe quel champion précédent. Ce nouveau tour a débuté le dimanche 28 juin et se poursuit jusqu'au vendredi 3 juillet, avec les 16 rencontres réparties entre des stades situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'idée d'élargir le tournoi n'est pas sortie de nulle part. Elle avait été avancée dès 2013 par Michel Platini, alors président de l'UEFA, puis Gianni Infantino l'a reprise en 2016, peu après son arrivée à la présidence de la FIFA. Les critiques disaient alors exactement ce que les critiques disent encore aujourd'hui. Il y avait déjà trop de matchs, la qualité allait être diluée, et toute cette idée semblait davantage guidée par l'argent et les manœuvres politiques que par un véritable désir d'améliorer le football. Et pourtant, le projet a continué d'avancer. Sur le plan de l'affluence, l'expérience fonctionne clairement. À la fin du mois de juin, l'affluence totale de ce tournoi avait déjà dépassé les 3 600 000 spectateurs, battant le record que les États-Unis détenaient depuis l'organisation de la Coupe du Monde en 1994. Mais avant même que le premier ballon ne soit frappé, ce format élargi provoquait déjà des tensions chez les entraîneurs, les journalistes et les supporters du monde entier. L'entraîneur portugais Carlos Queiroz, qui dirige la sélection du Ghana, a été l'un des critiques les plus virulents. Il a déclaré que permettre à autant de sélections nationales de se qualifier risquait de transformer la Coupe du Monde en quelque chose de vulgaire et d'ordinaire, et il a ouvertement demandé si se qualifier signifiait encore quelque chose lorsque tant d'équipes en avaient la possibilité. Il est allé jusqu'à dire qu'en Amérique du Sud, aujourd'hui, le véritable exploit serait de ne pas se qualifier, une remarque devenue virale parmi ceux qui estiment que le tournoi a perdu son exclusivité. Marcelo Bielsa, l'entraîneur argentin chevronné qui a emmené l'Uruguay dans cette Coupe du Monde, s'est invité dans le même débat plusieurs semaines avant le début du tournoi.
Bielsa a déclaré sans détour que tout ce discours autour des 48 équipes n'était qu'une série de théories qui ne peuvent être vérifiées qu'une fois confrontées au terrain réel. Il a également averti que si les équipes ne disposent pas d'assez de repos et de temps de préparation, le football lui-même en souffre. L'ironie, c'est que Bielsa est lui-même devenu une victime du format qu'il critiquait. Son Uruguay a été éliminé en phase de groupe, ce qui aurait déjà fait mal avec l'ancien système, mais la déception a été encore plus amère cette fois-ci, parce que la plupart des équipes de qualité comparables ont réussi à survivre jusqu'au nouveau tour des 32. Et cela nous conduit à l'histoire qui a fait plus de bruit cette semaine que tout le reste dans le tournoi. L'Allemagne, quadruple championne du monde et l'un des programmes les plus respectés de l'histoire de la Coupe du Monde, a été éliminée au tir au but par le Paraguay, précisément dans ce nouveau tour des 32. L'Allemagne abordait ce match en favorite évidente. Kai Havertz a égalisé en seconde période après l'ouverture du score de Julio Enciso pour le Paraguay, et la rencontre est allée jusqu'au bout de la prolongation sans se départager. Pendant la prolongation, l'Allemagne a même cru avoir marqué le but de la victoire sur une tête à la suite d'un corner. Mais après vérification vidéo, l'arbitre a annulé le but pour une faute sur le gardien paraguayen dans la construction de l'action. Le Paraguay a gardé son sang-froid lors de la séance et s'est imposé 4-3, avec des échecs décisifs de Havertz, Jonathan Tah et Nick Woltmade côté allemand. C'était la toute première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que l'Allemagne perdait une séance de tir au but. Les journaux allemands n'ont pas ménagé leur propre équipe. L'un des principaux quotidiens sportifs du pays a publié un titre affirmant que la sélection nationale se noyait dans sa propre honte et a souligné que l'Allemagne n'a désormais pas réussi à dépasser les premiers tours lors de 3 Coupes du Monde consécutives. Une situation inédite depuis avant son sacre au Brésil en 2014. Le sélectionneur Julian Nagelsmann, âgé de seulement 38 ans et plus jeune entraîneur, a mené une équipe dans un match à élimination directe de Coupe du Monde depuis 40 ans, a reconnu ensuite que son groupe n'était tout simplement plus une nation de football de premier rang, qualifiant cette défaite de presque impossible à exprimer avec des mots. Des informations venues d'Allemagne évoquent déjà des noms comme celui de Jürgen Klopp, comme successeur possible si Nagelsmann ne survit pas aux retombées. Pour le Paraguay, la célébration ne pouvait pas être plus différente. Le sélectionneur Gustavo Alfaro a parlé de la plus grande victoire de sa carrière, saluant ses joueurs comme des légendes qui avaient combattu comme si leur vie en dépendait. Des milliers de supporters ont envahi les rues d'Asunción pour célébrer et le président du Paraguay a déclaré le lendemain jour férié national en l'honneur de l'équipe, une réaction officielle du gouvernement à un résultat de football, ce qui dit tout de la profondeur du lien entre ce sport, l'identité nationale et la politique en Amérique du Sud. Le Paraguay n'avait plus atteint les huitièmes de finale depuis 2010 et il affrontera désormais le vainqueur de France contre Suède. L'aspect le plus intéressant de l'effondrement allemand, c'est qu'il confirme exactement ce que les critiques du nouveau format annonçaient depuis le départ. Comme un tour supplémentaire est désormais inséré avant les huitièmes de finale traditionnels, perdre autour des 32 produits, sur le plan émotionnel, le même coup au ventre qu'une élimination en phase de groupe lorsque le tournoi ne comptait que 32 équipes au total. Sur le papier, l'Allemagne est techniquement allée plus loin que les équipes ne le faisaient avec l'ancien système. Dans la réalité, son tournoi s'est terminé au même point bas émotionnel que d'habitude. Élimination précoce, presse en quête d'explications et fédération obligée de défendre son sélectionneur dans l'urgence. L'Allemagne n'a pas été le seul choc de ce tour. Le Japon a été éliminé après le retour du Brésil, vainqueur 2-1 dans les dernières minutes, un résultat qui a stupéfié les supporters convaincus que le Japon maîtrisait la rencontre. Et le tout premier match de ce nouveau tour, entre l'Afrique du Sud et le Canada, a fini par ressembler exactement au type de rencontre que redoutaient les critiques de l'élargissement. Le Canada s'est imposé grâce à un but inscrit très loin dans le temps additionnel, mais des médias comme CNN ont décrit le match comme terne, avec presque aucune occasion nette et 2 équipes évoluant à un niveau insuffisamment tranchant
pour enthousiasmer un public neutre. Pour tous ceux qui soutiennent que 48 équipes dilutent la qualité, cette rencontre est devenue la pièce à conviction numéro 1. Pour être juste, tout n'a pas été négatif dans ce format élargi. Le réseau public NPR a noté que la plus grande crainte avant le tournoi était de voir les grandes puissances traditionnelles traverser la phase de groupe sans véritable danger, et cette crainte s'est largement réalisée. L'équipe la mieux classée éliminée avant le tour des 32 a été l'Uruguay, 16e au classement mondial. Comparez cela au Qatar 2022, lorsque des sélections bien mieux classées comme la Belgique, le Danemark et l'Allemagne étaient toutes tombées dès la phase de groupe. Cela signifie que le vrai danger, cette fois, a été repoussé vers l'avant dans ce nouveau tour. Et c'est précisément pourquoi la sortie de l'Allemagne contre le Paraguay a eu un tel impact. Et pourquoi les supporters regardent désormais le tour des 32 comme ils regardaient autrefois la dernière journée de la phase de groupe. Il y a aussi eu de véritables belles histoires au milieu de tout ce chaos. Le Canada et l'Afrique du Sud ont tous deux disputé le premier match à élimination directe de Coupe du Monde de leur histoire nationale, quelque chose qui n'aurait tout simplement pas existé sans cette expansion. Et le Cap-Vert, pour sa toute première participation à une Coupe du Monde en tant que nation, a réussi à se hisser parmi les 32 dernières équipes de la planète, l'une des histoires d'outsiders les plus touchantes de tout le tournoi. Cette même série de matchs comprend également de véritables affiches de poids lourds qui donnent l'impression de finale jouée beaucoup trop tôt. Pays-Bas contre Maroc en est un exemple évident, avec deux équipes qui ont récemment atteint des demi-finales ou des finales de grande compétition, et Argentine contre Cap-Vert en est un autre, avec une Argentine clairement favorite, mais où personne ne serait assez imprudent pour écarter totalement une nation débutante qui a déjà surpris tout le monde rien qu'en arrivant jusque-là. Parlons maintenant de l'affiche qui compte le plus pour ce public, car le Mexique s'est retrouvé au centre même de tout ce débat sur la question de savoir si le nouveau format aide ou abîme le football. Sous la direction de Javier Aguirre, le Mexique a terminé une phase de groupe parfaite, remportant ses 3 matchs dans le groupe A sans encaisser le moindre but. Ce résultat a permis au Mexique d'éviter complètement le chaos de la course entre les troisièmes de groupe et d'entrer directement dans le tour des 32 comme tête de série de sa partie de tableau. Son adversaire était l'Équateur, une équipe qui avait vécu une phase de groupes exactement opposée, un nul contre Curaçao, une courte défaite contre la Côte d'Ivoire, puis l'obligation de battre l'Allemagne lors de son dernier match de groupe, simplement pour survivre. L'Équateur y est parvenu en battant l'Allemagne 2-1, un résultat que les médias équatoriens ont qualifié de déclaration historique, puisqu'il marquait la première victoire de l'Équateur contre un champion du monde en titre dans un tournoi de la FIFA. Le match entre le Mexique et l'Équateur a débuté le mardi 30 juin à l'Estadio Azteca de Mexico, et il s'est transformé exactement en prestation d'autorité que les supporters locaux espéraient. Le Mexique a contrôlé la rencontre dès les premières minutes. Julián Quiñones a marqué puis offert le deuxième but, et Raúl Jiménez a ajouté une finition à son tour, donnant au Mexique une avance de 2-0 qu'il n'a jamais laissé filer. Le gardien Raúl Rangel a effectué les arrêts nécessaires et le Mexique a signé son 4e match consécutif sans encaisser de but dans le tournoi. Pour une équipe qui n'avait plus gagné le moindre match à élimination directe en Coupe du Monde depuis 1986, également à domicile, cette victoire portait une charge émotionnelle immense. 40 ans de douleur dans les matchs couperets ont enfin pris fin devant un public local en fusion. L'Équateur, physiquement épuisé après avoir disputé une grande partie du tournoi et désormais confronté à un match à plus de 7000 pieds d'altitude à Mexico, n'a tout simplement pas trouvé de réponse. Sa demande d'arriver plus tôt dans la ville afin de s'acclimater à l'altitude aurait été refusée et cela s'est vu sur le terrain. Le Mexique accède au 8e de finale, où il affrontera le vainqueur d'Angleterre contre République démocratique du Congo, avec cette rencontre également programmée à l'Estadio Azteca. Ce n'était que la 2e fois que ces deux nations se rencontraient en Coupe du Monde. Le premier duel avait eu lieu lors du tournoi 2002 en Corée et au Japon, lorsque le Mexique avait surmonté un but précoce de l'Équateur
pour s'imposer 2-1. Cette fois, l'enjeu était encore plus lourd et le Mexique a offert à ses supporters le résultat qu'ils attendaient depuis 4 décennies. Revenons donc à la vraie question qui traverse tout ce tournoi. Le Tour des 32 a-t-il vidé la Coupe du Monde 2026 de son excitation ou lui a-t-il injecté exactement le type de drame dont le football avait besoin? La réponse honnête, c'est que ce n'est pas un simple oui ou non. D'un côté, il y a des matchs comme Afrique du Sud contre Canada qui confirment toutes les craintes des puristes. Plus d'équipes, plus de rencontres oubliables, une qualité diluée. De l'autre, il y a un quadruple champion du monde éliminé au tir, au but, par une équipe qualifiée de justesse comme troisième de groupe, exactement le genre de chaos que l'ancien format à 32 équipes produisait rarement avec une telle fréquence. Ce qui semble clair, en revanche, c'est que ce nouveau tour a déplacé la vraie zone de danger hors de la phase de groupe pour l'installer directement dans le tour des 32. Et ce déplacement a complètement changé la manière dont de grandes nations comme l'Allemagne et des pays hôtes ambitieux comme le Mexique vivent ce tournoi. Le débat sur l'effet des 48 équipes, savoir si elles renforcent ou affaiblissent le spectacle, ne va pas disparaître de sitôt. Il restera probablement ouvert jusqu'au moment où le trophée sera soulevé le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey, le même stade où les inquiétudes liées aux opérations migratoires avaient fait la une nationale des mois avant même le début de ce tournoi. Il faut souligner à quel point la politique et le football sont devenus entremêlés dans cette Coupe du Monde. Les contrôles migratoires, les prix de la nourriture dans les stades, les polémiques sur la revente des billets et la refonte du format sont tous arrivés dans la même fenêtre de 6 mois. Et les supporters sur les réseaux sociaux ont commencé à traiter ces récits avec autant de sérieux que les résultats eux-mêmes sur le terrain. Certains commentateurs estiment que la direction de la FIFA, et en particulier Infantino, s'est tellement engagée dans la dimension commerciale du tournoi que le sport lui-même ressemble parfois à une pensée secondaire, coincée entre les activations de sponsors et les offres d'hospitalité premium. D'autres contestent cette lecture, mettent en avant les records d'affluence et affirment que le format élargi a donné à plus de nations, plus de supporters et plus de communautés une véritable place dans la Coupe du Monde que jamais auparavant. Il existe aussi un récit plus discret autour des relations entre les villes hôtes et les autorités fédérales. Plusieurs gouvernements municipaux situés dans les régions hautes du tournoi se seraient opposés aux opérations de contrôle près des fan zones et des pôles de transport, inquiets à la fois de l'impact humanitaire et du choc économique, si les visiteurs internationaux ne se sentent pas en sécurité pour assister au match. Il ne sera sans doute pas possible de savoir avant longtemps après le coup de sifflet final dans le New Jersey si cette pression débouchera sur un changement politique durable, mais elle façonne déjà la manière dont cette Coupe du Monde restera dans les mémoires au-delà du score.